Ici Cathy Tropiano. Cette semaine, mon invité, c'est Jean-Pierre Beaudoin. Il est entrepreneur, avant-gardiste et audacieux. Nous avons en commun la production d'événements d'envergure. Tous les deux, on a flirté avec les grands noms de l'industrie du développement personnel. Tony Robbins, Les Brown, Joe Vitale, pour nommer que ceux-là. Il est auteur, conférencier, coach en haute performance et vous avez sûrement entendu parler des événements mythiques qu'il présente ici et en Europe. Ces événements-là se terminent par une marche sur le feu et vous allez voir que la prise de parole en public et le storytelling font partie de son univers. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de l'accueillir dans mon univers. Bonjour et bienvenue dans mon studio dans l'enregistrement. Aujourd'hui, au Showcase des conférenciers, je reçois Jean-Pierre Beaudoin. Bienvenue! Hey, merci, un honneur d'être là. Merci de m'avoir invité. Très, très contente que tu aies accepté, surtout que tu es souvent sur la route. J'étais comme chanceuse de t'attraper entre deux voyages. Oui, bien, très, très heureux d'être là. Puis oui, je voyage beaucoup de ce temps-là, mais c'est un honneur d'être ici avec toi, mon ami. Quand je t'avais écrit, tu m'avais dit « Je viens de rentrer dans la nuit, laisse-moi quelques instants pour te revenir. » En fait, à chaque fois que je reçois des invités, j'aime commencer le podcast avec un zoom-in sur leur enfance. Fait que moi, j'aimerais savoir comment était Jean-Pierre quand il était en 3e, 4e année. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'amis? Est-ce qu'à l'école, il était plutôt solitaire? Parle-moi de comment tu étais petit garçon. En 4e année, j'étais un petit gars. Beaucoup d'amis. J'avais beaucoup d'amis. Je viens d'une famille où j'avais beaucoup d'amour. Donc, j'étais un petit gars en forme qui m'exprimait beaucoup, qui était très joyeux. Ouais, fait que j'ai des... Tu me dis ça, puis ça retourne dans ma tête. Je me vois des beaux souvenirs dans la cour d'école avec plein d'amis. Jouer, j'étais heureux. Puis dans ce salon, on avait des chevaux quand j'étais jeune. Donc, on montait à cheval. On avait chacun notre cheval, chacun des enfants chez nous. Donc, c'est des très, très beaux souvenirs. Tu me ramènes à quelque chose de super beaux moments, ouais. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs plus vieilles que moi. Fait que toi, tu étais le plus jeune? Moi, je suis le jeune bébé, fait que c'est parfait. Tout le monde s'occupait de moi. Ouais, fait que j'ai été entouré d'amour vraiment quand j'étais jeune. Et j'ai des beaux souvenirs de mon enfance. C'était, comme je te dis, je faisais beaucoup de sport, les chevaux, le soccer, le football. Donc, on était beaucoup dans l'action. Et dans ce temps-là, mais on était toujours dehors. Oui, c'est vrai. Pas comme de nos jours. Là. Non, quand on cherchait où aller, on ne regardait pas notre cellulaire, voir ce que les gens... On regardait où il y avait le tas de bicycles à pédale. Et c'est là qu'on retrouvait nos amis. Donc, c'était vraiment... Puis, tu sais, l'école était juste à 5, même pas 2 minutes à pied de la maison. Donc, tu vas à l'école à pied. Le midi, on revenait manger à la maison. Ma mère était toujours là. Ma mère était une femme au foyer. Fait que j'ai des super beaux souvenirs avec tout le quartier qui était magnifique, avec un magnifique parc. On était en campagne. Ben, pas en campagne, mais dans un nouveau quartier de développement à Sherbrooke. Ah, ça, c'est bien. Oui, fait que c'était des belles grandes rues avec... c'était sécuritaire. On allait à l'école à pied. Il n'y avait pas d'enjeu de sécurité à ce moment-là. Fait que c'est des super beaux moments. Tu me ramènes à une belle place. De ce que j'entends, je comprends que tu n'étais pas timide. Dans ta famille, le petit timide, peut-être tes sœurs, mais toi, non? Non, je n'étais pas timide, mais j'étais à ma place, par exemple. Je n'étais pas over, je prenais pas over ma place. Oui. Je suis devenu plus timide un peu plus tard dans mon développement. Ah, c'est bizarre, ça? Oui, mais sinon, non, à cet âge-là, j'étais très bien dans ma peau et puis j'étais très heureux, oui. OK. Et toi, quand les professeurs annonçaient « Cette semaine, on va avoir un exposé oral », comment tu réagissais? Terrorisé. Terrorisé? Ouais. Les exposés orales, pour moi, c'était l'enfer. Je tombais malade, là. Peut-être que je le lis dans ma voix aujourd'hui. Ça, tu me ramènes le moins là, bon souvenir. C'est l'enfant en moi. Non, c'est l'affaire que je voulais m'en sauver. Donc, ça arrivait que j'avais mal au ventre ce matin-là, puis je voulais pas aller à l'école. Là. Mais vu que tu n'étais pas timide, qu'est-ce qui te terrorisait? C'est de m'exprimer devant les gens. Donc, je pense que c'est la peur du jugement, c'est la peur de l'insécurité d'exprimer tout ça devant les gens. Donc, j'étais très, très bien avec peu de gens, avec les gens autour de moi. Avec ceux que tu connaissais. C'est ça, avec tes amis, avec ton cercle proche. C'est cool, tout est correct, c'est en contrôle. Mais aller exprimer quelque chose devant des gens, là, qu'on racontait une histoire, tout ça, ne pas faire d'erreur, bon, je pense que c'était tout ça qui était un peu plus problématique. Donc, j'ai été terrorisé très, très longtemps de prendre la parole en public, ouais. Aujourd'hui, tu es auteur, tu es coach, tu es producteur, tu es conférencier. Moi, j'aimerais savoir, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu te décrirais comment? Comment je me décrirais?
Bien, je suis un entrepreneur en série. Je suis un entrepreneur en série. Donc, j'ai toujours eu de multitudes de projets, donc de multitudes de calottes, de chapeaux différents. Oui. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai parti ma première entreprise à 13 ans. Puis, tu sais, j'ai été dans le milieu du spectacle. J'ai eu des hôtels, j'ai eu des bars, des restaurants ici au Québec, au Costa Rica. J'ai été dans les jeux vidéo en ligne. J'ai été producteur d'événements pendant... Je suis encore producteur d'événements, ça fait plus de 35 ans. Donc, j'ai vraiment porté beaucoup, beaucoup de chapeaux et j'aime beaucoup ça. Donc, j'aime pas me mettre dans une case. Encore aujourd'hui, bon, ben, je suis auteur, je suis conférencier, je suis coach et puis je suis producteur encore et je suis encore homme d'affaires. Je suis encore à la recherche d'opportunités et d'occasions et je développe encore des projets. Donc, je suis très créatif. Et donc, je suis un homme actif. Je suis un peu comme toi aussi. Je Ouais. suis rebelle des étiquettes. J'aime pas ça qu'on nous met dans une case puis qu'on nous permet pas de faire d'autres choses. Puis on est tellement habile à pouvoir être dans plusieurs identités Exactement. qu'on peut chapeauter pendant une période X. Dis-moi, dans ton parcours, là, comment la conférence arrive? Là, j'entendais quand tu étais petite, tu étais à l'aise devant des amis. Ouais. Plus grand, tu étais plus timide. Ouais. La conférence, dans ton parcours, elle arrive comment? C'est une longue histoire, mais On est veut là pour ça. l'entendre, on veut est là pour ça. l'entendre. Donc, comme je disais, je viens d'une super bonne famille. J'étais entouré d'amour. Et mon père, j'étais hyper proche de mon père. Et mon père est tombé malade quand j'étais adolescent. Et mon père est décédé quand j'avais 13 ans. Oh mon Dieu, il est Donc, parti. il est parti beaucoup trop tôt. Donc, moi, j'avais 13 ans, lui, il avait 47 ans. C'est très, très jeune. Et à ce moment-là, il est décédé et je me suis révolté, moi, face à ça. Mon père était hyper croyant et il a prié, il a tout fait pour pouvoir guérir. Mais bien sûr, il n'a pas guéri. Il en est décédé. Et moi, quand tout ça est arrivé, j'ai fait comme quel genre de bon Dieu on a. Le bon Dieu, il est qui pour venir chercher mon père, mon meilleur ami, mon mentor, mon leader, à un enfant de 13 ans? Pour moi, ça n'avait aucun sens, tout ça. Donc, je me suis révolté face à tout ça, puis j'ai pas voulu faire face à mes émotions, fait que je me suis refermé sur moi-même. Je me suis vraiment refermé sur moi-même, puis je me souviens très bien quand ma mère nous a annoncé que c'était certain que mon père était pour partir. Mes deux sœurs ont sauté dans les bras de ma mère, et moi, je suis parti me cacher dans les chambres, dans les salles de bain. Fait que, tu sais, c'est l'image très forte de ce qui s'est passé pendant très longtemps après ça. Et à partir de là, je me suis donné une espèce de rôle de victime, parce que je me suis dit, pauvre moi, j'ai perdu mon père. Et je ne voulais pas faire face à mes émotions, je le comprends aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à consommer un peu de marijuana pour geler mes émotions. Ouais. J'ai commencé à prendre un peu d'alcool avec les amis. Et j'ai commencé à partir des entreprises. À 13 ans, j'ai parti ma première entreprise. Et j'ai commencé à devenir workaholic. Donc, je suis allé dans les extrêmes de la consommation d'alcool, de drogue, du travail. Pour engourdir la douleur. Là, pour c'est m'engourdir, puis être toujours dans l'action, puis ne pas ressentir ce mal profond que j'avais à l'intérieur de moi. Et là, j'ai marché mon chemin là-dedans. Fait que j'étais allé à l'école, j'ai fait mon cours en droit, j'ai fait mon cours en gestion d'entreprise au HEC. J'ai parti d'autres entreprises, dont le Café du Palais, qui est un icône à Sherbrooke, qui est un bar, spectacle que j'ai eu pendant 20 ans. Et c'est là que toute ma carrière de producteur a vraiment commencé. Et à partir de là, ben, j'ai commencé à produire des spectacles en salle, des festivals. J'ai été un des promoteurs de Woodstock en Beauce. On a parti d'autres festivals. Et là, il y a plein de choses qui sont mises en place, dont d'autres entreprises dans le web et tout ça. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé en entrepreneur en série, comme j'aime m'appeler. Et tout ça en étant pas bien avec moi-même. Donc, avoir fait le travail intérieur. Exact. J'ai pas travaillé sur moi. Et là, j'ai traîné ça. Puis, j'ai avancé sur ce chemin-là en n'étant pas bien. Vraiment pas bien à l'intérieur de moi. Fait que la consommation d'alcool, de drogue, elle a pris beaucoup de place, de plus en plus. Mais j'étais hyper fonctionnel. J'étais un homme d'affaires hyper fonctionnel qui avait des super bons résultats. Beaucoup dans le paraître. Beaucoup dans le paraître. Donc, j'avais la grosse bagnole. J'étais toujours dans les lancements du Cirque du Soleil, les parties privées de Guy Laliberté après le Formule 1. Oh my God! Fait que j'ai vraiment fréquenté le nightlife et le rockstar style of life pendant plusieurs années. Puis j'ai voyagé beaucoup. Je voyageais énormément. Fait que je partais souvent partout parce que j'étais pas bien où j'étais. Fait que j'allais toujours ailleurs. Mais notre mal-être, il nous suit partout.
Fait que t'es pas bien. C'est des Ouais, années, je je voyageais, comprends. je sais pas, 15 semaines par année, j'allais dans le sud. Mais t'as toujours l'impression de pouvoir aller ailleurs puis d'être mieux. Mais dans le fond, tu vas ailleurs puis tu te saoules à longueur de journée. Puis finalement, t'es pas mieux. Tu reviens puis t'es la même personne. Et ça, je ne comprenais pas. Puis là, je vivais à 100 000 à l'heure. Puis les gens souvent me demandaient pourquoi tu vis à 100 000 à l'heure comme ça. Puis moi, je répondais toujours mais parce que je vais mourir à 47 ans comme mon père. Fait que l'histoire que je me racontais, c'était que j'étais pour mourir à 47 ans comme mon père. Fait que je vivais à 100 000 à l'heure en disant moi, je vais profiter de la vie au max. Et à 47 ans, mon médecin m'a dit qu'il me restait 3 à 6 mois à vivre. À Fait que quand? à 47 ans, la même âge que l'histoire que je me racontais et la même âge que mon père est décédé. Donc, il faut faire attention à l'histoire qu'on se raconte parce qu'on devient toujours l'histoire qu'on se raconte. Fait que moi, je me suis auto-détruit sur ce chemin-là pour créer ma réalité que je me racontais. Tu sais, nous, en anglais, on dit be careful what you wish for. Fait que c'est Exact. vraiment ça, faire attention à ce qu'on met dans l'univers. Là. Oui, parce que moi, j'ai demandé ça Ah. et je l'ai reçu. Fait que demander et recevoir, c'est beau, mais des fois, on Non, demande... ça, c'est pas beau. Non, il ne faut pas demander des choses comme ça. Donc, 2013, à ce moment-là, moi, j'ai des dizaines d'entreprises, j'ai plus de 200 employés, je tourne des millions de chiffres d'affaires et j'ai plus d'énergie parce que j'ai un gros problème de cœur. Fait que j'avais déjà commencé à me sentir moins bien. J'avais déjà vendu certaines entreprises. Et suite à tout ça, mais j'ai comme un peu liquidé mes entreprises parce que j'avais plus l'énergie. Puis là, j'avais d'autres choses à faire que m'occuper de mes entreprises. Donc, j'ai dû subir une opération à cœur ouvert qui était très risquée, qui devait durer 3 heures. Ça a duré 9h30. Il y a eu des complications majeures. Je suis décédé sur la table d'opération. J'ai vécu une expérience de mort imminente. Et là, mais ça fait pour beaucoup de gens, c'est bizarre, mais c'est quelque chose de fabuleux à vivre. Oui. Je suis sorti de mon corps, je me suis vu sur la table d'opération. Je suis monté de l'autre côté, plus haut, peu importe comment on appelle ça. J'ai vu mon père. Et moi, je voulais rester là-bas parce qu'on est bien là-bas. Oui, on est super bien. bien. Puis c'est dur à expliquer parce que j'ai écrit un chapitre dans mon livre sur ça. C'est dur à expliquer parce qu'on n'a pas les mots. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de lumière, il y a pas... C'est juste de l'énergie. Fait que c'est très dur à expliquer que les mots d'humains qu'on a sur Terre. Mais c'est quelque chose de fabuleux. Et mon père m'a dit non, tu dois retourner parce que tu as d'autres choses à faire. Et bien sûr, je suis revenu, je suis ici aujourd'hui avec toi. Et suite à cette opération-là, puis le fait que je suis revenu, je suis dans la gratitude à chaque jour que j'ouvre mes yeux le matin. Je dis merci à la vie. Puis tu sais, autant quand mon père est décédé, je me suis donné un rôle de victime, j'ai donné un sens négatif à cet événement-là. Autant lors de mon opération cœur ouvert, j'ai donné un sens positif. J'ai dit ça m'arrive pour moi. Parce que si ça ne serait pas arrivé à ce moment-là, je serais décédé aujourd'hui, c'est sûr. Avec le style de vie que je mets et que comment je ne m'occupais pas de moi-même, Oui. je m'en allais vers la mort. Je suis en train de dessiner moi-même ma mort. Fait que la vie m'a fait un plus beau cadeau. C'est le wake-up call que la vie m'a donné qui m'a permis de créer ma nouvelle vie. Et ça, mais j'en serai toujours reconnaissant à la vie parce que je dis toujours, comme Tony Robbins, que tu connais bien comme moi, dit « La vie ne nous arrive pas à nous, mais pour nous. » Et quand on commence à voir la vie comme ça, tout ce qui m'arrive pour moi et non pas à moi, tout prend un sens totalement différent. Parce que moi, tous les jours de ma vie, quand j'ai des défis qui se mettent sur mon chemin, je fais comme « Yes, c'est Noël! » Il y a un cadeau derrière les défis. Et moi, cette journée-là, ça a été le plus beau cadeau de ma vie. Et après ça, j'ai complètement changé ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis rendu auteur, coach, conférencier. Donc, c'est quand même extraordinaire. Mettons qu'on s'acharne moins sur les détails, puis mettons qu'on choisit qui sont les personnes, sur quoi on veut porter notre attention. Je suis juste curieuse de savoir, entre le moment où tu parles à ton médecin et où on te dit qu'il te reste 3-4 mois à vivre, puis ce que tu nous racontes, il s'est passé combien de temps? Le médecin m'a averti le 2 juillet 2013. Mais là, avant ça, tu n'étais pas allé chez le médecin ou tu es allé chez le médecin? J'ai eu un problème à l'œil le 1er janvier 2013. Je me suis réveillé dans mon condominium au Costa Rica, vu sur la plage, magnifique endroit, et un problème avec mon œil qui allait pas bien. Et quand comme tout gars qui se respecte, j'ai pas le temps d'aller à l'hôpital pour ça. Je me dégoûte. J'ai perdu une partie de ma vision de mon œil gauche qui n'est jamais revenue. Et là, après ça, quand je suis revenu au Québec, mais ma blonde, elle m'a forcé à aller voir le médecin. Et si elle ne m'aurait pas forcé, je serais sûrement décédé suite à tout ça. Fait qu'après ça, ils ont commencé à me passer des tests au mois de février, mais ils ont découvert au mois de juillet ce que j'avais vraiment. Donc, le 2 juillet, ils m'ont averti et je me suis fait opérer le 11 septembre. 11 septembre 2013. Donc, le 11 septembre, pour moi, a tout un autre sens que vous.
Un 11 septembre qui reste marquant et impactant. Exactement. Wow. Ici, on parle de conférences, de prise de parole en public. Je voulais savoir, est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on t'a demandé de faire une conférence, de parler devant du public? Oui. Ben, la première conférence que j'ai faite, j'ai produit moi-même ma conférence. Je suis producteur, donc je me suis organisé ma première conférence. Et ça a été une première conférence qui a été donnée à la montagne, dans le chalet de ski du Mont Montjoie, en Estrie. Il y avait 200 personnes. Est-ce que c'était des gens que tu connaissais ou c'était vraiment de la publicité? Il y avait peut-être la moitié du monde que je connaissais, mais c'est de la publicité. J'ai vendu des billets, là, puis les billets n'étaient pas donnés. Il y avait une marche sur le feu. Donc, ma première conférence, il y avait Angel Forrest comme invité, comme artiste invité. Il y avait une marche sur le feu. Les gens cassaient une flèche avec leur gorge. Il y avait un envolé de comment t'appelles ça, les ballons qu'on illumine. J'ai un blanc sur le nom, mais c'était une super soirée qui a duré 5 heures. C'était ma première conférence que j'avais jamais pratiquée avant. Mon Dieu, ta première conférence, tu as fait ça en grande, mais c'est vrai que tu avais l'expérience quand même, vu que tu restais avec ces personnes-là, tu t'étais entouré de personnes qui avaient de grands événements. Oui, mais c'est ça, mais tu as toute mon équipe de production qui a organisé tout ça. Donc, le super décor, captation télé, les photographes, il y avait les médias étaient là, tout ça. Donc, ça m'a donné une grosse visibilité. Mais c'est drôle parce que je suis retombé là-dessus dernièrement parce que c'était le 4 avril 2000, le 8 ans. Puis là, Facebook nous fait un rappel. Facebook m'a dit ta première conférence. Ça faisait drôle. Je regardais les photos. J'étais pas tout à fait la même personne que je suis aujourd'hui. Puis je serais curieux de réécouter cette conférence. Fait que c'était un peu baveux. Mais ça me ressemble beaucoup. Tu sais, dire, OK, let's go, ma première conférence, 200 personnes, une marche sur le feu, les artistes invités, la totale, le gros éclairage, les robots, tout, tu sais, c'est la totale. Et puis, mais ça s'est super bien passé. Est-ce que tu as dit que ça fait juste 8 ans? Oui. Moi, j'avais l'impression que ça faisait vraiment longtemps que tu étais conférencier. Non. Ça fait juste 8 ans, la première conférence. Et j'ai kiffé ma vie. Oui, c'est sûr. Mais j'étais terrorisé avant de monter. J'étais en haut, je me souviens, il y avait comme une salle en haut. Et je m'en venais, puis j'étais terrorisé. Puis, mais j'ai fait confiance. Je me suis fait confiance et je me suis dit, j'avais travaillé beaucoup avant de me rendre là. Oui. J'ai travaillé sur moi énormément. J'ai suivi un chemin assez long entre mon opération et le moment où j'ai fait cette conférence-là. J'ai suivi Tony Robbins pendant 3 ans. Je me suis fait former au Firewalking Center en Californie. Donc, tu sais, j'étais allé chercher beaucoup d'outils. Donc, j'avais un message, j'avais du contenu puissant, intéressant. Et je suis allé le livrer en confiance, mais je me suis donné le droit à l'erreur. Et surtout, je me disais, là, bon, je connais la moitié des gens dans la salle. Donc, je me dis, si je fais une petite erreur, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui est vraiment surprenant, puis l'autre fois, je regardais ça, c'est que je te dirais que plus que la moitié de ma conférence, c'est la même chose que je fais aujourd'hui. Dans la même conférence avec la marche sur le feu, puisque ma conférence s'appelle « Maîtrise tes émotions et tes peurs », qui inclut une marche sur le feu. Bien, je dirais plus de la moitié de ma conférence aujourd'hui, c'est le même contenu que j'avais monté pour la première. Fait que j'avais monté quelque chose de c'est solide. Ça, je pense exactement que tu avais travaillé en amont, là, que le travail t'est pas arrivé puis que tu l'as improvisé. Tu avais fait un travail qui était immense. Fait que même si c'était ta première conférence puis qu'aujourd'hui, elle se ressemble quand même un peu beaucoup, c'est parce que le travail que tu avais fait était immense. Exact. Est-ce que tu as eu à dealer avec le syndrome de l'imposteur? Peut-être pas cette fois-là ou cette fois-là? Bien, cette fois-là, oui, un peu. Puis cette fois-là, ce que j'ai vécu, puis c'est drôle parce que tu m'en parles là, parce que je me suis posé des questions là-dessus quand j'ai vu ça l'autre fois. Tu sais, j'étais dans les souliers du producteur. Oui. Le producteur, lui, était super sûr de lui. Et voilà. Toute l'équipe était sa coche. Tout le monde était parfait. Tout était parfait. Le son, la lumière, l'éclairage, les moving lights, tout était parfait au niveau de la production. Ça, je savais que j'étais... Après ça, l'autre bout que moi, je ne contrôlais pas, c'était ma prestation à moi. Moi, normalement, je suis habitué d'engager des gens que je mets en avant. Oui. Et que je mets en lumière. Et là, c'est moi qui devais se mettre en lumière. Et là, tu te dis, OK, j'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que oui, je me suis posé la question à savoir, est-ce que je suis en train d'utiliser... Ce que je me suis dit, c'est, est-ce que je suis en train d'utiliser mes forces de producteur pour me mettre en lumière? Bien, je ne devrais pas faire ça. Tu comprends-tu? Est-ce que j'ai le talent et la prestance pour le faire, la posture pour le faire, ou je suis en train de me donner un pouvoir que j'ai pas vraiment, comme un artiste que j'engagerais pas, parce que je dirais, non, t'es pas assez bon.
Fait que je me suis posé cette question-là, ouais. J'avais tellement hâte de te recevoir parce que toi et moi, on a ça en commun. Tu sais, moi aussi, je suis productrice en événementiel. Moi aussi, j'ai fait venir Les Brown à Montréal. Et j'habitais mon rôle de productrice en événementiel parce que je savais que la production était parfaite. Mais moi, monter sur la scène, évidemment que ça me faisait très, très peur. Toi, tu as fait venir Joe Vitale. Oui, bien, Joe, on l'a fait en virtuel. Il était supposé venir en Parce présentiel. Parce que la pandémie, c'est ça? Il était venu en présentiel, mais finalement, étant donné la pandémie, ça a été cancellé. Et là, on s'est parlé, puis on a transféré ça en présentiel. Et ça a été quelque chose, parce que Joe, c'est un homme incroyable, mais qui est devenu un ami, parce que moi, mon premier livre, c'est un collectif que j'ai écrit avec Joe Vitale, avec 20 autres auteurs, qui s'appelle The Midas Touch, qui est un best-seller mondial aujourd'hui. Ça a été ma première expérience en tant qu'auteur, donc ça a été extraordinaire. Puis moi, puis Joe, ça l'a vraiment cliqué à ce moment-là. Il a apprécié l'homme que j'étais, parce qu'on devait envoyer une lettre à Joe pour expliquer pourquoi on devait faire partie de ce collectif-là. Oui. Et il fallait dire c'est quoi la loi d'attraction pour nous, puis pourquoi on devrait être choisi. Et le petit baveux que je suis, j'avais écrit en lui contant mon histoire, qui est assez après mon opération à cœur ouvert, que j'avais décidé de devenir auteur, coach, conférencier. Et j'y avais dit dans la lettre quelque chose comme de toute façon, tu dois absolument me prendre, parce que si tu ne me prends pas, tu vas le regretter, parce que je vais devenir un best-seller mondial. Et il avait trouvé ça bien, bien amusant, parce qu'il m'avait appelé pour me dire que j'avais été choisi. Puis il m'avait dit j'aime beaucoup ton attitude un peu baveuse et directe, et c'est une des raisons pourquoi je t'ai choisi. Fait qu'on est resté en contact, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai réussi à l'avoir avec moi. Puis là, on est en train de travailler pour l'amener en présentiel au Québec prochainement. Ouais. Je veux venir, je veux le voir. Je vais t'inviter. Est-ce que tu dirais que ça prend un peu de folie pour faire ce qu'on fait? Tu sais, pour les gens qui ne connaissent pas, là, Joe Vitale et Les Brown, c'est des personnes, des conférenciers d'envergure mondiale, connus et reconnus dans le monde. Puis je pense que moi et toi, on a beaucoup rôdé autour des personnalités publiques en anglais, même européennes. Ouais. On a un brin de folie, je pense. Clairement, ça prend un brin de folie. Puis moi, le lien que je fais avec ma carrière de producteur, depuis moi, j'ai produit énormément de spectacles internationaux, que ce soit CCR, Nickelback, Steppenwolf, Joe Cocker. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes internationaux. Fait que pour moi, ces gens-là, c'est des gens comme moi puis toi. Et Joe Vitale aussi. Donc, tous ces gens-là... Fait que toi, t'es pas starstruck? Non, pas du tout, moi. Moi, j'ai toujours... Puis c'est drôle parce que là, je vais te conter quelque chose que je sais pas si ça va passer en ondes, mais quand moi, j'étais jeune, mon père m'avait déjà dit, Jean-Pierre, ne te laisse jamais impressionner par personne. Puis il m'avait dit, oublie jamais une chose. Chaque être humain que tu vas rencontrer, imagine-le comme ça quand tu vas le rencontrer. Le matin, quand il se lève, il va faire la même chose que toi. Il va aux toilettes, puis il commence sa journée. Et ça va toujours rester dans ma tête. Et des fois, quand je rencontre des gens comme ça, bien, je m'imagine ça dans ma tête. Et tout le stress tombe. Tout tombe. Donc, mais c'est vrai, pareil, on est juste des êtres humains. Fait que, juste ou assez, ou peu importe, mais on est tous des êtres humains. Oui. Fait que si on n'ose pas parler à ces gens-là, on perd quelque chose. Quand on a la chance, l'opportunité ou le guts de faire le premier move puis d'approcher ces gens-là, bien, allons-y all-in. Fait que moi, quand je rencontre ces gens-là, je leur parle comme je te parle à toi. Donc, je joue absolument pas une game. Sérieusement, je ne suis pas impressionné par ces gens-là. Mais je ne me laisse pas impressionner. Je suis impressionné par leur chemin. Mais l'être humain comme tel, bien, il est comme nous. Puis si on approche ces gens-là de façon friendly, bien, ils adorent. Parce que quand les gens les approchent de façon qu'ils voient de façon trop grande ou qui ont beaucoup de retenue face à leur approche, mais ta relation avec cette personne-là va être un peu teintée par tout ça. Ah, je comprends. Fait que si tu t'ouvres un peu plus dans l'ouverture de « je suis à l'aise, je suis bien, j'ai une posture de... » bien, il s'ouvre à sa même niveau de posture avec toi. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis ça peut avoir un grand impact. Ils doivent capter cette différence-là. C'est clair. De toute façon, tu sais comme moi, notre posture détermine comment on se perçoit
et comment Oui. les autres nous perçoivent. Donc, si on laisse notre posture ouverte puis on va vers ces gens-là dans l'ouverture, ils vont faire la même chose vers nous. Mais je te dis, là, tu me donnes des conseils très, très sages aujourd'hui. Je m'attendais Ça me fait pas à plaisir. recevoir tous ces enseignements-là. Je pense que je devais les entendre. C'est un coaching gratuit. Moi, je suis encore un peu gouprie. OK. Ça dépend encore des personnes, mais je suis facilement impressionnée par les gens, mais aussi probablement parce que j'ai pas cru, tu sais, pendant longtemps, j'ai pas cru que j'avais cette place-là. Puis là, de plus en plus, je l'apprends. Fait que j'imagine que je vais appliquer tes conseils, je vais les imaginer le matin en se réveillant. Tu vas voir, tu vas partir à rire, puis ça change totalement le mindset avec lequel tu vas aller voir. Puis ils vont demander pourquoi tu ris. Tu dis, ah, c'est pour rien. Tu lui dis pas. C'est une longue histoire. Quand on regarde des conférenciers, toi, tu as fait beaucoup de conférences, tu en as fait ici, tu en as fait en Europe. Puis quand les gens parlent de leurs conférences, c'est toujours ça s'est bien passé, ils ont beaucoup de succès, ils ont beaucoup de gens, on voit des photos incroyables. Moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que toi, tu as eu une conférence où ça s'est mal passé, où il y a eu un fait cocasse, où il y a eu quelque chose que tu dis, cette fois-là, Ah, il y a tellement. j'en veux une. Non, mais il est arrivé tellement de choses, mais je vais te compter premièrement. La première fois que j'ai décidé, moi, je produis tous mes conférences. Donc, c'est moi qui produis tous mes conférences. J'organise mes trucs moi-même. Et quand j'ai décidé d'aller en Europe, j'ai décidé de devenir conférencier international et d'aller en Europe, mais je me suis produit moi-même. Autoproclamé. Ben oui, c'est ça. À un moment donné, c'est comme il faut prendre notre place dans la vie. Fait que j'ai décidé d'aller en Europe et j'ai décidé d'aller faire une première conférence à Bruxelles. Et là, c'était une conférence sur la fixation des objectifs. Fait qu'il n'y a pas de marche sur le feu. Et j'ai réservé une salle à Bruxelles, j'ai vendu des billets. Et je suis arrivé à Bruxelles, il y était 4. Il y avait 4 personnes dans la salle. Et là, tu te dis, OK, je suis venu jusqu'ici, il y a 4 personnes dans la salle. Je viens de faire Sherbrooke avec 200 personnes. Là. Ma première, c'est 200. Là, tu te dis, OK, on retombe sur la terre. Et j'attendais le monde dans la salle. C'est tout petit, 4 personnes. Là, je place la salle différemment pour rapprocher le monde plus près de moi. Puis là, je me suis dit, bon, ben, tu vas donner cette conférence-là comme si c'était la plus importante de ta vie. Ah. Et j'ai tout donné. Et je leur ai donné plus que le client demande, comme on dit en bon québécois. Et tout le monde a été hyper satisfait. Ils ont vraiment kiffé, comme on dit en bon français. Et dans la salle, il y avait une productrice télé. Je ne le savais pas. Ah. Et ça m'a amené à faire une émission de télé en Belgique. Et ça, il ne faut jamais l'oublier parce que quand j'ai fait ma première conférence aussi à Sherbrooke, il y avait des gens de télé. Et ça m'a amené à faire l'émission avec qui s'appelait Maigrir pour grandir, où je suis allé faire la marche sur le feu pour l'émission finale avec... j'ai un blanc pour son nom, ça va me revenir. Mais c'était malade. Fait que tu sais jamais qui est dans la salle. Fait que c'est important de donner ton 100 % toujours. Et après ça, je m'en allais vers Lyon, où j'allais faire ma première marche sur le feu. Et en chemin, j'ai fait Lausanne, où je suis allé donner une conférence pour le Salon du livre de Lausanne, qui s'est super bien passé. Puis ça, je m'en allais à Lyon. Et là, j'avais 20 billets de vendus dans une salle de 250. Et puis ça coûtait une fortune. Il fallait que j'amène mon Oui, là-bas, c'est pas le même prix. Là. Non, j'allais mon maître-feu en avion. Et à un moment donné, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Je parlais avec ma blonde au téléphone. Je me disais, je cancelle dessus. Puis là, on a dit non, all in. On y va all in. Tant qu'à être là, on le fait. Puis tu vas faire ta première conférence avec Marche le feu en Europe. Puis j'ai travaillé fort. Puis finalement, j'ai eu 60 personnes. Et là, quand je vais à Lyon, c'est complet à chaque fois. Fait que j'ai vraiment développé. Puis Lyon, c'est rendu mon point d'attache. C'est là que j'ai mon entrepôt avec mon bois, mes outils, parce que le monde ne sont pas conscients que ça me prend un entrepôt, Ça prend beaucoup de... du bois, des outils, des pelles, des brouettes pour faire les feux et tout ça. Fait que ma première conférence, ça, c'est une histoire particulière. Quand tu as 4 personnes puis tu as fait toutes ces dépenses-là. Mais après ça, il arrive plein de choses cocasses, dont une chose qui me vient en tête tout de suite. Quand j'ai fait le théâtre Saint-Aignan, à Sherbrooke, il y a 2 ans, je crois, j'amène les gens à casser une planche avec leurs mains ou à casser une flèche avec leurs mains. Je descends certaines personnes sur scène. Il y a une fille qui ne voulait pas venir le faire. Et finalement, je la fais venir. Là, tout le monde crie « Ouais, ouais, ouais ». Fait que là, elle vient, tu sais. À contre-cœur. À contre-cœur. Puis là, j'y parle pour la préparer. Puis là, mais je la sens, elle est vraiment... Elle veut rien savoir de moi, là, mais elle est là, puis elle n'a pas eu le choix. Puis finalement, elle dit « J'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais ». Mais là, elle le fait, elle m'écoute. Elle le fait, puis elle réussit. Elle réussit. Puis une fois qu'elle a réussi, sa réaction, c'était qu'elle m'a donné un coup de poing toutes ses fosses sur l'épaule. Fait que t'imagines devant 300 personnes à ce moment-là, tu reçois un coup de poing sur l'épaule parce que la fille, elle vient de réussir, mais elle est contente, mais de l'autre côté, elle dit « Je peux pas croire que tu as réussi à me faire ça, tu sais, parce qu'elle voulait pas que... » Fait que c'était spécial. Fait qu'il arrive des choses comme ça, des fois, qui
Puis t'as su maintenir le reste de la conférence, même en ayant un bleu, mettons? Oui, mais j'ai tourné ça en blague. Puis en plus, on avait 4 caméras, tout est capté. On a tout ça en captation. Fait que c'était vraiment, vraiment drôle. Mais les gens sont partis à rire parce que tout le monde est resté très bouche bée de tout ça. Fait que oui, il arrive toutes sortes de choses. Puis veut pas, étant donné le fait que je fais des choses où j'utilise l'apprentissage par l'expérience dans la plupart de mes conférences. Fait que c'est en faisant casser des flèches à la gorge avec des gens, casser des morceaux de bois, marcher sur un tapis de braise à 1200 degrés. Il arrive beaucoup de choses, des réactions humaines très extrêmes. Donc, on apprend à se dépasser, on apprend à passer des limites qu'on pensait jamais même arriver à dépasser. Là. Exact. J'amène les gens à transformer des choses qu'ils croient impossibles en possibilités et apprendre à changer leur perception puis dépasser des peurs et des croyances qui les empêchent. Parce que souvent, les gens arrivent à la conférence. 50 des gens qui viennent à ma conférence, qui inclut une marche sur le feu, disent ne pas vouloir faire la marche. Parce que c'est une conférence événement qui dure 4 heures. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu sur les peurs, les émotions, les croyances limitantes. Et les gens ne sont pas obligés de faire la marche. On lance personne dans le feu à la fin. Mais finalement, à la fin, 99,9 des gens le font. Et il y a des gens au début qui me disent « Moi, jamais je vais faire ça, Jean-Pierre. J'ai pas de problème, mais viens, profite. » Et là, ceux qui me disent « Vraiment, jamais je vais faire ça, c'est impossible. Tu me feras jamais faire une affaire comme ça, c'est complètement connard. » Mais à la fin, ils viennent me voir et ils me disent « Wow, finalement, je l'ai fait. » Après m'avoir écouté puis compris. Puis là, mais fait que là, je leur pose toujours la question « OK, tu croyais que c'était impossible? Tu as osé aller plus loin? C'est possible? Tu t'es rendu compte que c'est possible? » Ils disent « Oui, c'est même facile. » Elle dit « Oui, c'est même facile. OK, quoi d'autre dans ta vie tu t'empêches de faire parce que tu penses que c'est impossible? » Il y a tellement d'affaires dans nos vies qu'on s'empêche de faire parce qu'on s'est fait dire que c'est impossible pour nous. On s'est fait dire que c'est impossible pour une femme. On s'est fait dire que c'est impossible pour un homme. On pense que c'est impossible parce que nos images, notre expérience de vie nous fait croire que... Mais il faut juste oser faire le premier pas. Là. On est nos propres barrières, puis on s'auto-sabote beaucoup plus qu'on l'imagine. Là, c'est toi qui me fais rappeler des souvenirs. Moi, j'étais allée à Tony Robbins. C'était un événement sur 4 jours. Moi, j'ai pris l'avion en me disant que je ne marcherais pas sur le feu, en étant convaincue que je n'allais pas marcher sur le feu. Puis au cours de la dernière journée, dernière heure, derniers 20 minutes, je me suis retrouvée en ligne. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais une fois qu'on est de l'autre côté, une fois qu'on a traversé le feu, il y a tellement un sentiment de dépassement qui nous habite, qui est incommensurable. Puis merci de faire vivre ça à des gens ici, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas aller en Europe ou qui ne peuvent pas aller aux États-Unis, puis toi, tu permets ça. Ouais. Tu rends ça très accessible aussi. Oui, puis tu sais, il y a un avant puis un après marche sur le feu. Es-tu d'accord avec moi? Tellement. Il y a un avant, il y a un après. Il y a un changement de perception profond qui se passe pour n'importe quelle personne. Je dis toujours aux gens, il y a un avant, il y a un après. Viens vivre ça. Tu sors de là, tu as changé. Il y a quelque chose dans l'intérieur de toi qui a changé. Puis tout dépendant à quel niveau, ça dépend de toi. Moi je ne change pas personne. Oui. C'est les gens qui changent par rapport aux décisions qu'ils prennent face à ça, puis comment ils vont utiliser ce pouvoir-là de transpercer la membrane de la peur dans leur vie de tous les jours après. Tu as parfaitement raison. Je vais revenir juste un petit peu en arrière. Quand tu disais il y avait 4 personnes, on a l'idée de partir. Tu sais, chaque conférencier dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'abandonne? Qu'est-ce qui a fait que... » j'y vais, je reste. Puis moi aussi, je suis fervente de chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Fait que moi aussi, je reste. Mais qu'est-ce qui fait que on a l'idée de OK, est-ce que j'annule? Est-ce que je cancelle? Est-ce que je pars? Bien, c'est sûr que moi, dans ma tête, j'organise des événements depuis des années où il y a des centaines de milliers de personnes. Donc, 4 personnes, pour moi, c'était un grand échec, là. Parce que, tu sais, mettons, l'été d'avant, j'organisais des festivals où il y avait 100 000 personnes. Fait que, tu sais, je veux pas, c'est pas la même chose, mais je faisais quand même la corrélation entre les deux en disant, je suis capable d'engager des gens qui ont 500 000 personnes, puis moi, le petit clin de Sherbrooke qui débarque à Bruxelles, il y a 4 personnes. Qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi je l'ai fait? Probablement, je me suis engagé. C'est un gars qui, si je me suis engagé, la parole. Les 4 sont venus, bien, ils ont payé, ils vont l'avoir. Mais, puis en plus, j'étais à Bruxelles. Fait que je m'en irai pas ailleurs. Là, tant qu'à être là, j'ai rien d'autre à faire. Mais c'est un bon coup pour l'ego aussi. Mais ce que moi, j'ai appris cette fois-là, ça me sert encore beaucoup, c'est qu'à chaque fois que je donne une conférence, je me dis toujours une chose. Si je peux avoir un impact dans la vie d'une personne, c'est correct. Mais ça vient d'avant, ça. Parce qu'après mon opération, quand j'ai décidé, parce que je suis allé dans des événements de Tony Robbins, puis c'est là, dans un événement de Tony de 4 jours, Unleash the Power Within que tu as fait, où j'ai décidé, où il me fallait se fixer un objectif, 3 objectifs. Et c'est là que j'ai décidé de devenir un auteur, un conférencier et un coach. Et
je m'étais dit que mon but, c'était qu'à chaque jour de ma vie, à partir du moment où j'ai décidé que je faisais une nouvelle vie, que je changeais de vie, puisque j'ai vendu mes entreprises, j'ai changé mon environnement, parce que les gens autour de moi, c'était pas les bonnes personnes pour moi, parce que je ne consomme plus. J'ai décidé qu'à chaque jour de ma vie, j'étais pour devenir une meilleure version de moi-même. Mon boulot aujourd'hui, c'est de travailler à chaque jour de ma vie à devenir une meilleure version de moi-même à chaque jour. J'avais 47 ans. T'avais 47. Et je me suis dit, là, puis ma passion, ma mission, c'est d'aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Puis je me suis toujours dit, si je peux avoir l'impact, en écrivant mon livre, je me suis dit, si ça peut avoir un impact dans la vie d'une personne, j'aurais fait mon boulot. Et depuis ce temps-là, j'ai eu des centaines de messages de gens qui ont pris des décisions face à ce qu'ils ont pu lire, vivre avec moi. Fait que quand je vis des conférences maintenant, je suis toujours à la même place. S'il y a une personne dans toute la salle qui soit 4, 10, 20, 200, 500, pour qui ça a un impact, bien, ma job est faite. Puis je sais qu'à toutes les fois, ça l'a. Puis même à 4, j'ai réussi à en avoir au moins un, mais même il y en a 2 là-dedans qui me suivent encore régulièrement, que je vois régulièrement. Donc, le prix, la paye, c'est l'impact que tu peux avoir pour inspirer quelqu'un à changer quelque chose. Moi, c'est ça qui m'inspire beaucoup. Chacun de nos gestes résonne dans l'univers, puis nous, on ne peut pas savoir jusqu'où ça peut résonner. Est-ce que toi, il y a des personnes qui t'inspirent? Toi, est-ce que tu écoutes des conférences? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup suivi Tony Robbins, comme tu sais. Oui. Pendant 3 ans, j'ai fait Tony de Powerwording 4 fois. J'ai fait Days of Sanity 3 fois. J'étais allé aux îles Fidji. J'ai fait le Mastery University. Donc, j'ai vraiment fait toutes ces formations. Fait que Tony, c'est un homme qui m'inspire beaucoup. Je l'ai rencontré personnellement. J'ai passé du temps un peu avec. C'est un homme qui m'inspire énormément. Son message m'inspire énormément. Je regarde encore des conférences, clairement. J'aime voir toutes sortes de conférenciers. Et dès que j'ai une chance, je vais aller voir des conférenciers. Parce que il y a beaucoup de choses, d'un conférencier à l'autre, souvent, il y a des messages qu'on passe qui c'est les mêmes messages. C'est ça, il n'y a personne qui réinvente la roue. Non. Mais c'est la façon qu'on l'amène. Voilà. C'est la façon qu'on l'amène qui est toute la différence. C'est la façon que la personne l'amène qui va changer ma perception, qui va venir me chercher moi, parce que c'est la façon comme moi, je suis une personne plus rock. Hein, sur scène, je vais sacrer, je vais dire des niaiseries, je dis des jokes plates, des jokes de mon oncle. Je suis je suis un peu connard sur scène, mais j'aime ça. Puis j'ai du plaisir. Donc, pour certaines personnes, ça parle, pour d'autres, moins. Puis c'est parfait comme ça. Moi, je dis toujours, si tu n'aimes pas ce que je fais, change de poste. Trouve quelqu'un qui va résonner en toi. Moi, je ne peux pas plaire à tout le monde, puis je ne veux pas plaire à tout le monde. Ça ne m'intéresse pas, parce que si plaire à tout le monde, ça veut dire devenir beige. Non. Je ne veux pas être beige, moi. Non. Moi, je suis blanc ou noir. Puis très, très coloré. Puis il y a beaucoup de gens qui vibrent aussi sur ta fréquence vibratoire. Tu attires vraiment beaucoup de gens qui sont de haut calibre aussi, on va le dire. Oui, je pense que oui. Puis j'en suis très, très fier. Mais oui, puis je pense que c'est important. Je me fais coacher, je suis d'autres conférenciers. J'ai des amis conférenciers comme toi, comme plein d'autres dans le milieu de la francophonie avec qui on a des discussions, avec qui on peut échanger. Puis ça fait beaucoup de bien. Pour les dirigeants d'entreprise qui écoutent le podcast présentement, pourquoi on vient chercher JP? Bien, les entreprises avec qui je travaille, c'est vraiment dans le but d'amener les équipes de vente, les équipes de management à aller un peu plus loin, à se libérer de leurs croyances limitantes. Puis moi, j'aime beaucoup travailler avec les équipes à découvrir leur objectif ultime, personnel ou d'équipe. Puis dire, OK, c'est quoi le frein entre où tu es puis qu'est-ce que tu veux atteindre, où vous êtes et où vous voulez aller? Il y a toujours un blocage à quelque part. Puis moi, j'aime aller trouver ce blocage-là. Et je lui fais faire des exercices concrets pour venir ancrer ça dans quelque chose de réel. Et j'adore travailler avec les entreprises parce que je suis un entrepreneur depuis l'âge de 13 ans, comme tu sais. Donc, travailler avec eux autres, je connais leur langage. Je pense que je sais comment leur parler et je me reconnais en eux. Donc, j'adore faire ça. Je le fais de plus en plus. Et bien, c'est ça, c'est d'amener les équipes. Surtout de ce temps-là, il y a beaucoup de changements. Fait que le doute, la peur du changement, les croyances limitantes de « je ne serais pas capable de faire ça ». Tout ça, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Justement, en Europe, je m'en vais en juillet travailler avec une grande entreprise là-bas. Puis c'est ça, ils sont en restructuration. Puis là, mais ils sont dans la peur du changement, dans le doute par rapport à leur place. Fait que j'adore. Je m'en vais faire quelques conférences avec eux autres pour les amener à prendre conscience de tout ça. Puis leur donner des outils pour se libérer de ces croyances limitantes-là, pour se trouver des croyances de renforcement qui vont les amener à se dépasser, puis se libérer des peurs qui n'est juste que le pouvoir de notre imaginaire qui nous joue des tours.
C'est fou de penser qu'il y a des gens partout à travers le monde, mais on a tous les mêmes peurs. Tu sais, les peurs du changement, peur de... Puis toi, tu travailles avec le mindset, tu travailles aussi avec le leadership, mais tu travailles aussi avec la loi de l'abondance, la loi de l'attraction. Clairement. Tu fais un super beau mix. Oui, mais je pense, tu sais, on n'est pas un ou l'autre dans la vie, on est tout Non, ça. c'est l'ensemble de tout ça. Oui, puis on est multifacette, l'être humain est multifacette. Donc, moi, je crois beaucoup au mindset, au pouvoir des croyances, des peurs, au leadership énormément. Puis leadership, ça part par notre leadership personnel avant toute chose, parce qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive dans notre vie. Donc, on doit commencer à être le propre leader de soi-même. Puis après ça, c'est de voir tout le côté spirituel. Il y a une place très grande à ce niveau-là que les entrepreneurs de plus en plus s'ouvrent à ça. Fait que juste la base, c'est écouter son intuition. Tu sais. Comment des gens ont de la misère à écouter leur intuition. My God. Écouter Mais apprendre à écouter son intuition, ça s'apprend. Et j'accompagne des gens à écouter ça. Parce que moi, les meilleures décisions de ma vie, je les ai prises en écoutant mon intuition. Puis les pires décisions de ma vie, c'est en n'écoutant pas mon intuition, puis en sachant que j'écoutais pas mon intuition. Parce que Merci tu sais de déclarer ça haut et fort. Ah oui, moi j'assume totalement. Parce que des fois, tu sais que tu as mal au ventre face à une décision, tu te sens pas bien, puis tu le fais pareil. Oui. Qu'est-ce que tu fais là, le cave? On C'est t'a pas la- avisé, là, on t'a averti, là. Ben oui, c'est ça, tu sais, je t'avertis, là, l'univers te le dit, là, puis tu le fais pareil, ton univers. Puis ça peut être l'univers, ton subconscient, ton corps, peu importe comment on appelle ça. Fait qu'il y a un travail à ce niveau-là que je trouve super intéressant, puis toute l'abondance, puis moi, je crois beaucoup que on doit manifester l'abondance. L'abondance, elle est là pour tout le monde. Tout existe. Tu sais, c'est comme des ondes radio. Tout est déjà là. Mais pour tomber sur le bon poste, il faut juste que tu tournes un peu. Puis quand tu tournes, tu tombes sur le bon poste. Là, tu joues la musique, tu entends la musique, tu entends du classique, tu entends du jazz. Mais si tu es juste à côté, ça fait crrrr. Mais il faut juste que tu te réajustes un peu. Mais tout est déjà là. Parce qu'avant, même quand tu es dans la période où ce que ça griche, mais le poste que tu recherches, il est déjà là. C'est juste que tu n'as pas trouvé, tu t'es pas aligné avec. Tu n'es pas dans la bonne vibration pour aller le chercher. Mais si tu es capable de jouer avec ton curseur puis aller t'aligner sur ce que tu veux vraiment, tu viens qu'à manifester ce que tu désires vraiment dans la vie. C'est ce que je crois. Quelle analogie puissante, là. J'arrivais avec la question de ceux qui écoutent le podcast, ils aspirent à être conférenciers. Il y en a qui veulent devenir conférenciers. À eux, qu'est-ce que tu leur dirais? Puis je pense que ça, l'analogie, c'est très, très puissant. Là. C'est juste arranger votre... Arrête de gricher. Mais est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui aspire à être un conférencier, conférencière? Clairement. Puis j'accompagne certaines personnes en ce moment qui sont en cheminement vers ça. Puis je pense que le plus grand conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut devenir conférencier, c'est d'être authentique et sincère. Parce que si tu essayes d'être quelqu'un que tu n'es pas, tu vas finir par te tromper. Quand on est soi-même, puis on livre le message qui vibre à l'intérieur de nous, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas, même pas être pas bon, parce que c'est nous. Tu comprends-tu? Moi, depuis que je suis 100% authentique, je dis ce que je pense quand je veux. Puis même si je sais que des fois ça dérange, je le dis parce que c'est ça. Puis c'est moi. Fait que je peux pas me tromper. Ça, c'est what you see, what you get. Fait que moi, je pense que la première affaire, parce que souvent, les gens essayent de s'adapter, puis là, ils voient quelqu'un, puis je vais essayer de faire comme lui ou comme elle. Mauvaise façon de faire. Sois toi-même. Trouve ton message qui vibre à l'intérieur de toi. Puis écoute ton intuition. Mais je veux dire qu'on l'a senti même dans le podcast, là, à travers tes partages. Tu es très, très authentique. Tu as ouvert la porte là où tu étais vulnérable, où tu es encore vulnérable. Puis ça, ces partages-là, ça ne s'apprend pas. Là. Ça ne peut qu'être vrai et ça ne peut qu'être nous élever, là, nous mettre en lumière. Là. Exactement. Les gens, tu sais, la vibration, tout est vibration. Si tu veux attirer vers toi quelque chose, puis si tu veux que les gens vibrent comme toi, ose aller où tu veux aller, puis les gens vont venir vers toi. Si tu t'ouvres, les gens vont s'ouvrir. Puis ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Prends ta posture d'ouverture face à une grande star, il va s'ouvrir. Il va venir vibrer comme toi. Puis les gens ont besoin d'authenticité. Puis quand tu n'es pas authentique, ça griche. Les gens le savent. Ils le ressentent. Ils font comme « Non, j'aime pas ça ». Pourquoi des fois on trouve que des choses sont pas bonnes, puis pourtant le message est bon? C'est parce que le poste de radio n'est pas bien aligné et le message est mal transmis. Donc, si tu veux que les gens t'écoutent, si tu veux transmettre un message, si tu veux manifester quelque chose, aligne-toi sur qui tu es vraiment, sur ta véritable identité à toi,
Puis ose aller là. Puis être vulnérable, puis oser. Moi, je suis prêt à parler de n'importe quoi maintenant. Avant, je me donnais une petite gêne. Parce que le message sert. Oui. Et je suis qui, moi, pour... Whatever ce que j'ai vécu, il n'y a rien là par rapport à ce que les gens vivent dans leur vie. Là. Tout ce que j'ai vécu, il y a des choses extraordinaires, il y a des choses malheureuses. J'ai eu beaucoup de peine, j'ai eu beaucoup de joie. Mais il n'y a rien que j'ai vécu qui est plus extraordinaire que bien du monde. Là. Dans le fond, on est tous très ordinaires. Fait qu'il faut oser partager tout ça parce que souvent, ce que je vais partager va permettre à quelqu'un de faire « Wow, OK, I got it ». C'est le message que j'attendais. C'est le signe que j'attendais. On s'est adressé à des dirigeants d'entreprise, on s'est adressé à des aspirants conférenciers, puis on arrive déjà à la fin. Fait que si on devait s'adresser à JP quand il avait 20 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Va voir Jean-Pierre Beaudoin en conférence pour apprendre à gérer tes émotions. Non, mais sérieusement, JP, à 20 ans, c'était le king. Everything was possible. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu ma vie à 100 000 à l'heure. J'ai réussi dans la vie, mais j'ai pas réussi ma vie avant l'âge de 47 ans. J'étais une merde. J'étais pas bien. J'étais malheureux. J'étais pas capable d'avoir des relations stables parce que je faisais pas face à mes émotions. On doit apprendre à gérer nos émotions. On doit apprendre à maîtriser, comme moi j'aime le dire, parce que nous sommes des êtres d'émotions. Donc, on crée nous-mêmes nos émotions. Donc, il faut apprendre à reconnaître ceux-là, ces émotions-là, puis être capable de dire, OK, mais moi, dans quelle maison émotionnelle je veux passer ma vie? Moi, je veux être joyeux, passionné. Je veux pas être malheureux. Je veux pas être triste. Oui. C'est de se regarder. Fait que ce que je dirais à Jean-Pierre à 20 ans, wake up, man! Stop drinking, arrête de consommer, puis travaille sur toi. Travaille sur toi. Ouais. Travaille sur toi. J'avais très, très hâte de te recevoir en entrevue. Tu as partagé des moments qui étaient vraiment touchants, vraiment émouvants. Puis je suis vraiment honorée que tu aies passé au podcast des showcases des conférenciers. Ça a été un plaisir. Je ne peux pas croire que c'est déjà fini. C'est déjà fini. Merci. Merci tellement d'avoir été là. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot « ovation » et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!